Nous avions déjà évoqué le cas, Charlotte, de la ville bretonne de Callac et de son renoncement au projet d'accueil de migrants. Et cette fois-ci, la bataille se poursuit à Besnac, en Corrèze. 40 migrants doivent s'installer dans cette petite ville de 357 personnes. Plusieurs petites villes se déchirent d'ailleurs sur cette question de la répartition des migrants. Est-ce qu'ils ont peur sans savoir, comme le regrettent plusieurs associations? C'est vrai qu'il y a une multitude de petits, enfin une multitude. Pour l'instant, il y en a quelques-unes, mais il y a tous les, je ne sais pas combien de jours, enfin régulièrement, on apprend le nom d'une nouvelle petite ville. Alors on découvre toute la géographie des petites villes, en effet, qui sont visées par les associations qui mettent en œuvre, on va dire, le projet gouvernemental de répartition des migrants. Donc, vous l'avez dit, il y a Besnac en Corrèze, mais on apprend qu'il y avait un autre petit village juste à côté qui a refusé le projet. Donc, c'est pour ça que ça se retrouve à Besnac. Là, on a appris qu'en Indre, il y a un autre village qui s'appelle Bélabre. Alors là, c'est 900 habitants. Pareil, qui ont appris qu'il y avait une quarantaine de migrants qui allaient s'installer dans une ancienne chemiserie juste à côté de l'église, dans le village, sans que personne ne soit au courant. Et ces projets se révèle à mesure que les habitants s'inquiètent de ces projets. Et en effet, vous avez raison, la réponse qu'on entend tout le temps, c'est mais finalement, ils ont peur par ignorance à la fois des personnes, alors personnes qu'on nous présente comme des personnes qui souffrent et qui ont fui leur pays, qui ont fui la guerre, parce que c'est un discours, on va dire, assez globalisant. Je précise que ce ne sont pas des réfugiés, comme le disent en permanence les associations, ce sont des demandeurs d'asile. Donc parmi eux, certains seront déboutés, ne sont donc pas éligibles au statut de réfugiés. Donc tous n'ont pas fui la guerre. Il y a des pays qui ne sont pas en guerre, des pays d'origine. Donc déjà, on a un discours qui est assez simplificateur, on va dire, sur les personnes qui sont accueillies, et un discours simplificateur sur la manière dont les habitants le reçoivent. Pourquoi ? J'ai pris 3 exemples. Alors j'ai pris 3 exemples à dessein. Ce sont des exemples dans lesquels, en l'occurrence à Valeurs Actuelles, on avait fait un dossier là-dessus. Et on a 3 journalistes qui sont partis en reportage dans ces différents endroits, faire parler les habitants et justement exposer leurs inquiétudes par rapport au projet. Donc là, c'est tangible, c'est concret. On avait Callac, alors je vous donne juste une citation, parce qu'à Callac, c'était pas l'ignorance qui avait qui avait guidé les habitants, c'était précisément la connaissance d'une situation, puisqu'ils avaient déjà accueilli plusieurs familles syriennes, pas énormément, mais plusieurs, et que nous disent les habitants, des migrants sont déjà présents dans la ville et on a vu le résultat. Ils s'organisent en ghetto, sont communautaires, ne s'intègrent pas à la vie de la commune et ne trouvent pas d'emploi. Alors, évidemment, tous les habitants de Callac ne pensent probablement pas ça, mais c'est une inquiétude qui existe. Il y a déjà des familles qui ont été accueillies, et pour donner du crédit à leur inquiétude, au moment où ces familles ont été accueillies, personne n'en a parlé. Donc l'opposition n'était pas aussi forte la première fois qu'elle l'est quand il faut réitérer l'expérience. Donc ça leur donne plutôt du crédit, on va dire, sur leur inquiétude. Par ailleurs, à Callac, c'est 18% de chômage, donc beaucoup plus que dans le reste du pays, une désertification en effet dans le pays, et 45% pour Marine Le Pen au second tour. Donc tout ça devrait aussi éveiller un peu les esprits. Et on apprend quoi ? Que le projet, en l'occurrence à Callac, était financé, c'est la seule chose que les habitants ont su dès le début, à 80% par de l'argent public. Eux, les abandonnés de tous les projets publics depuis des dizaines d'années. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Deuxième exemple, à Cuers, en Provence. Alors là, on est ailleurs. Est-ce que ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent ? Alors là, c'est un peu plus particulier, puisque c'est pas exactement le même fonctionnement. C'est simplement les banlieues, donc avec beaucoup de gens issus d'immigration, qui se déversent, les banlieues de Toulon, qui se déversent à Cuers, qui est un peu plus loin, un peu plus petit. Avec la loi SRU, on a la construction des logements sociaux. Donc on a la classe moyenne, on va dire, qui quitte Toulon, qui va vers les périphéries, et donc les classes moyennes inférieures, on va dire, qui le font également. Et là, on a par exemple la maison d'enfants à caractère social, c'est le nom, l'appellation, qui devient un foyer d'accueil pour mineurs isolés. Donc là, on voit bien que l'aide sociale à l'enfance, initialement prévue pour les habitants, les enfants abandonnés localement, devient complètement un foyer d'accueil pour mineurs isolés. Et à la tête de la gendarmerie locale, on nous dit, alors on refuse formellement le lien entre cette immigration et la délinquance, mais on nous dit quoi ? Le choc des cultures peut être sujet à des problèmes et influer sur le sentiment d'insécurité. C'est très poli, très policé. Enfin, ça veut dire la même chose, concrètement. Donc ça ne fonctionne pas. Là, on a 59% pour Marine Le Pen au second tour. Pareil, pendant les premières vagues d'immigration, il n'y avait pas eu d'opposition. Donc c'est bien la conséquence de quelque chose qu'ils connaissent déjà. Troisième exemple, rapidement, Saint-Brévin-les-Pins. Là, c'est en Loire-Atlantique. C'est encore une autre chose, c'est l'installation d'un CADA, là, ces fameux centres d'accueil de demandeurs d'asile, dans une école. Et alors, comment les habitants l'apprennent ?
parce qu'il y a un permis de construire qui est inscrit sur l'école dans laquelle sont leurs enfants. Donc on va mettre au cœur de l'école un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et alors là, donc, il s'agit de 110 nouveaux réfugiés. Et est-ce que cette ville réagit avant de connaître de quoi elle parle ? Ah bah pas du tout. On apprend qu'ils ont accueilli une centaine de migrants au moment du démantèlement de la jungle de Calais. Centaines de migrants à laquelle se sont ajoutés des dizaines de migrants venus de Nantes au moment où la ville était débordée par l'accueil annoncé par la mairie. À l'époque, encore une fois, où sont arrivés la centaine de migrants de la jungle de Calais, il n'y avait pas eu d'opposition populaire. Donc ils savent exactement ce qu'ils redoutent quand ils s'opposent à ce nouveau projet. Et là, qu'apprennent-ils sur le chantier ? Que le chantier, en l'occurrence, coûte 4 millions d'euros. Eux, pour qui l'argent public n'existe jamais. Eux, pour qui l'argent public a disparu de la possibilité, on va dire, de l'évolution de leur ville. Et alors là, c'est la différence, j'ai fait exprès à chaque fois, on n'a que 33% pour Marine Le Pen au second tour. Donc ça n'est pas que politique, ça n'est pas que de l'ignorance, c'est beaucoup plus que ça. Et à chaque fois, on retrouve en revanche le même sujet, les habitants ne sont jamais au courant de ce qui va se passer, alors que le discours, c'est pour revitaliser leur propre vie. Donc soit il s'agit de revitaliser et c'est génial et c'est bénéfique pour tout le monde, auquel cas il n'y a pas à craindre la réaction des habitants, soit on sait un peu comment les habitants vont réagir pour diverses raisons et donc on leur cache. Et en l'occurrence, on leur cache très clairement à chaque fois, ils ne sont pas au courant. Donc, un, ils ne sont pas au courant et deux, ils ont déjà vécu la situation. Comment expliquer, Charlotte, cette multitude de résistances partout en France ? D'où naissent ces projets sans concertation avec les administrés ? D'où viennent-ils ? Alors, à l'origine, on a le projet clair. Bon, c'est arrivé dans les différentes années, je vous le disais, il y a des répartitions de personnes qui sont plus ou moins naturellement, mais là, il y a un projet clair annoncé par Emmanuel Macron devant les préfets. Il a lui-même appelé ça la transition démographique. Pour les opposants au grand remplacement, n'ont pas dit grand-chose sur ce terme de transition démographique. Si ça ne veut pas dire la même chose, je parle plus français, mais bon. Il explique, Emmanuel Macron, que cette répartition est voulue dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. On a une population en moins, on va donc en importer une autre. Très bien. Le même mode d'opérateur est retrouvé à chaque fois. Donc l'État, sans concertation préalable avec les habitants, puisque ça n'est pas le fonctionnement, impose la création de ces fameux CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, sous l'égide des grandes associations qui gèrent ces projets-là. Donc le projet gouvernemental s'appelle Agir. Alors ça veut dire accompagnement global et individualisé des réfugiés. Il est cofinancé par l'Union européenne. Donc c'est vraiment un projet de l'État, cofinancé par l'Union européenne et mis en musique, on va dire, par ces associations. Alors on avait le fameux fonds de dotation dont Mathieu nous avait beaucoup parlé, qui s'appelait Merci, dont on avait entendu parler à Calac notamment. Et on a deux associations qui s'appellent Equalis et Viltaïs. Alors là, on va s'attarder un peu sur ces deux associations parce que on a grand renfort de l'égoïsme des habitants dans le débat public. On a beaucoup moins de focalisation un peu sur le fonctionnement de ces associations. Les deux, en l'occurrence, ont été épinglés sur des sujets assez peu reluisants. Et je trouve que ça fait moins de bruit que le supposé égoïsme des habitants qui ne savent pas de quoi ils parlent quand ils craignent l'accueil de ces migrants. Viltaïs. Alors Viltaïs, on le retrouve à Besnac dont vous parliez, on l'a retrouvé dans un deuxième projet à Calac, on le retrouve à Bélabre dans l'Indre, ce petit village dont je vous parlais. Viltaïs, 2020, 8,5 millions d'euros pour gérer ces centres d'asile d'argent public, là en l'occurrence. Un financement triplé de 2014 à 2019. Donc c'est une association qui grossit énormément. On a des subventions de l'État, des subventions des collectivités territoriales. L'association initialement est installée à Moulins, par exemple, dans l'Allier. Alors c'est la modique somme de 60 000 euros en décembre 2021, 10 000 euros un mois plus tard par la commune de Moulins, qui n'est pas non plus connue pour être richissime parmi les communes. En juin dernier, la Cour des comptes s'est penchée sur l'association. Je ne vais pas vous faire le descriptif de tout ce que reproche la Cour des comptes, simplement une phrase. Ouvrez les guillemets. Ayant présidé à un développement des activités de Viltaïs plus opportuniste que piloté, l'équipe dirigeante n'a pas entrepris de réfléchir à un projet associatif abouti. Quand même une accusation assez énervée sur une association qui est présentée, qui est financée et subventionnée par l'argent des Français, que par ailleurs on accuse d'être égoïste, et qui elle-même est accusée par la Cour des comptes de ne pas avoir de projet autre que son propre opportuniste, en tout cas celui de ses dirigeants. Je ne dis pas que dans ces associations, il n'y a pas des gens qui sont sincèrement au service des personnes qu'ils défendent. La Cour s'étonne du régime fiscal, des emprunts beaucoup trop élevés qui sont faits par l'association, mais aussi de la flotte de véhicules
Plus prosaïquement, on a 136 voitures pour 185 salariés, dont 7 véhicules de fonction SUV BMW attribués aux cadres, avec de l'argent public donc. Donc vous comprendrez que l'égoïsme n'est pas forcément où on le pense. Deuxième association, Equalis. Alors là, c'est une enquête des inspecteurs de la préfecture de Seine-et-Marne qui a été révélée par le Canard enchaîné, mais qui n'a pas dépassé les frontières du Canard enchaîné. Apparemment, ça n'a pas intéressé grand monde, en tout cas moins que d'autres informations du Canard. On a 83 millions de subventions publiques, donc 14 à destination des demandeurs d'asile. 2020, le directeur général perçoit, écoutez bien, 203 000 € de salaire annuel brut. Donc, il se loge en plus de ça aux frais de l'association et bénéficie d'une carte de 5 000 € pour ses sorties et ses nuits d'hôtel. Donc le salaire, c'est de l'argent de poche, j'imagine. Bon. On a 29 directeurs dans l'association, 29 directeurs qui ont des voitures de fonction, des cartes carburant, des cartes de crédit prépayées. La carte carburant, par exemple, tous les gens des fameux villages égoïstes en rêveraient puisqu'ils n'arrivent plus à prendre leur voiture pour aller au boulot. Bon, fermons la parenthèse. Il y a 8 directeurs qui gagnent plus de 100 000 € par an de salaire. Donc on n'est pas non plus sur un dévouement absolu et bénévole au service des migrants. Les activités de l'association, c'est l'enquête qui les pointe. On a un séminaire à Marseille avec apéritif sur un voilier pour la modique somme de 70 000 €, une journée partenaire au théâtre du Trianon pour la modique somme de 120 000 €. Bon, tout ça, je ne vais pas vous faire la liste, mais vous voyez un peu la conclusion des enquêteurs. Ouvrez les guillemets, il n'y a manifestement peu, voire pas, d'attention portée au bon usage des fonds publics octroyés, alors même que ceux-ci sont alloués pour permettre à l'association la mise en place d'actions à destination des personnes en difficulté sociale. Alors une enquête a été ouverte à la suite de cette enquête des inspecteurs. On a une nouvelle direction depuis novembre qui nous promet que ça ira mieux. On va suivre ça de près. Vous voyez qu'on parle quand même plus de l'égoïsme supposé de gens et moins de l'égoïsme réel et pointé par des inspecteurs, en l'occurrence assez sérieux. Dernière question. Il existe quand même, Charlotte, des personnes qui s'engagent sincèrement pour ces personnes en situation précaire, autant que des Français sincèrement inquiets de ces installations. Alors comment arriver à résoudre le problème ? Mais parce qu'en fait, on a des oppositions idéologiques qui ne veulent pas comprendre le sens, on va dire, de cette opposition. On a si les habitants ne sont pas au courant, si à Callac, par exemple, le maire refusait d'organiser un référendum, c'est parce qu'ils connaissent la réponse. C'est parce qu'ils savent que l'option majoritaire de la population, c'est le refus de cette répartition des migrants pour des raisons diverses. Or, une option majoritaire n'est pas forcément bonne, mais il se trouve que dans l'organisation de la vie en communauté, c'est quand même mieux de la prendre en compte si on ne veut pas que ça finisse en drame. Et juste une phrase, on a les partisans de l'installation des migrants à Besnac, dont vous parliez au début, qui nous explique qu'il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Mais il n'y a pas d'étrangers à la nature humaine, il n'y a pas de non-humains sur la terre, d'accord, mais nous sommes tous des êtres humains. À la nature humaine sont associés des droits. Celui de s'installer à Callac, Besnac ou Belabre n'existe pas de manière universelle. Donc on parle de deux choses différentes et il se trouve que ces habitants-là, ayant déjà connu l'immigration, parce qu'en France, tout le monde sait ce qu'il retourne de l'immigration récente, évidemment, eh bien, ne veulent pas poursuivre cette aventure. Alors on peut forcer les choses, il ne faudra pas venir pleurer dans 10 ans.